Moi, les mots, je ne peux pas les prendre comme ça. Comme ça. D'abord, j'en prends très peu. Je ne peux pas les prendre tous. Oh non, pas tous. Juste un petit nombre, un minimum. Des mots que je connais bien, qui me sont familiers, qui sont de la famille. Un minimum pour m'exprimer, pour dire les choses. Mais je ne peux pas les prendre comme ça. Ils sont trop chargés, trop sales, trop pourris, trop dégueulasses. Ils ont trop servi. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas les prendre comme ça et m'en servir comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire l'innocent, celui qui ne sait pas. Parce que je sais, je suis au courant. J'ai vu des trucs, j'ai lu des livres d'histoire. Figurez-vous que j'écoute la radio. Je parle avec des gens. Alors je suis au courant, figurez-vous. Alors, les mots, je ne peux pas les prendre comme ça. Il faut d'abord que je les nettoie. Il faut d'abord que je les lave. Je les mets à bouillir. Et puis après, je les gratte avec un couteau. Je les essuie. Je les mets au vent, à la pluie. Et puis, je les mets à sécher. Et puis après, je les mets sur une table, les uns à côté des autres. Je les mets entre deux feuilles de papier buvard. Et je mets un poids dessus pour qu'ils ne gondolent pas. Parce que je ne sais pas si vous le savez, les mots gondolent. Ils rebiquent. Donc, à ce moment-là, ça m'a pris des années, c'est déjà mieux. Ils ne puent plus, ils ne rebiquent pas, ils sont plats, ils ne sont plus trop lourds. Vous pouvez les tenir entre deux doigts, en prendre un paquet dans la main, ça n'est plus un problème. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont propres, mais visuellement ça va. On peut les regarder sans blêmir, sans rougir, sans être pris de doute et de soupçon, sans être pris de honte et de convulsion, sans penser à des trucs pas possibles. Je peux commencer à les utiliser. L'odeur, le son, le toucher, ça va aussi. Le goût, certains sont encore trop salés, trop poivrés, acides, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, il n'était même pas question de les approcher de votre bouche, vous n'auriez pas pu. C'était la gerbe assurée, l'infection, les microbes, en veux-tu, en voilà, le virus, la bouche en fleur et en chou-fleur, mais non, maintenant, ça va. C'est possible d'en faire quelque chose, de dire quelque chose avec. Je peux commencer à m'en servir, à les utiliser. Non, excusez-moi, je me suis laissé entraîner. Ce ne sont absolument pas les termes que je voulais employer. Le terme exact que j'aurais dû employer est le suivant. Je peux commencer à les vivre. Parce que moi, mon problème, c'est que je ne veux pas dire quelque chose qui soit dit par eux, mais par moi. Parce que si c'est pour que les mots parlent à ma place, alors là, non merci, je préfère la fermer, la fermer, rien dire, la boucler. Je préfère regarder la télé. Vous avez déjà regardé la télé? La télé, c'est pas compliqué. Il y a les mots qui parlent à la place de tout le monde, les mots sortent tout seuls, et la bouche des gens s'efforce d'être synchro. Et pour les nettoyer, ceux-là, vous pouvez toujours courir. Il faudrait d'abord pouvoir les attraper,
C'est eux qui vous attrapent, ils s'appuient sur vous, sur vos regards, sur vos gestes, sur les expressions de votre visage. C'est l'arroseur arrosé, le chasseur chasser, le discoureur discouru, le parleur parler, le penseur penser, penser par les mots. Seulement les problèmes, c'est que les mots ne pensent pas. Et s'ils pensent, ils ne pensent qu'à une seule chose, exister, bouffer le copain pour lui prendre sa place, pour se mettre à sa place. C'est ça qu'ils appellent penser. Exister, bouffer l'autre, ricaner dans son coin, tirer la gueule, faire le mielleux, le gros hypocrite, et toc, lui prendre sa place, se mettre à sa place. Parce qu'un mot qui n'est plus parlé, vous pouvez toujours l'écrire dans les livres, il est mort, il n'existe plus. Alors, moi, non, merci beaucoup, mais non, c'est pas possible, je pars du principe que j'ai quelque chose à dire, un travail à accomplir. Je parle, j'écris, c'est du boulot. Et je pars du principe que je ne peux pas bosser dans de telles conditions. Il me faut quand même un tout petit peu de calme et de silence. Il faut d'abord que les mots se taisent. Il faut d'abord qu'ils comprennent cette chose toute simple et toute bête que c'est à moi de parler et que c'est à eux de se taire. Une fois compris et admis cette chose toute simple et toute bête, une fois qu'ils sont à peu près propres, une fois qu'ils sont à peu près plats, je considère que je peux commencer à parler, c'est-à-dire arrêter d'en parler, finir avec ça, arrêter d'en parler, de parler des mots qui parlent des mots. Parce que les mots, je crois que vous avez compris le genre de problème à la con qui se mord la queue, il ne suffit pas de les nettoyer et de les repasser, mais il faudrait aussi arriver à ne plus en parler, parce que parler des mots avec des mots, vous voyez le chantier. Oh non, merci, vaut mieux pas commencer. Vaut mieux pas recommencer, on y sera encore demain matin et on n'aura pas fini. Et on n'aura pas avancé du tout, ça peut durer longtemps. C'est moi qui vous le dis. Toute une vie. C'est moi qui vous le dis, toute une vie. Alors si j'ai un conseil à vous donner, un bon conseil, c'est méfiez-vous. Dites le moins de choses possible avec les mots. Le minimum vital. N'essayez pas d'en dire plus. Ça n'est pas la peine. Ça ne vaut pas le coup. Moi, j'ai essayé. Les mots ne suffisent pas. C'est l'arnaque, c'est ça l'arnaque. C'est vraiment ça l'arnaque. C'est comme ça que les mots existent. Ils vous font croire qu'on ne peut pas se passer d'eux. Vous connaissez leur slogan publicitaire. Au début était le verbe. Bien ficelé. Malin, efficace, rentable, une affaire rentable. Ils nous ont vendu le concept qu'on ne peut rien faire en dehors des mots. Et qui c'est qui nous a vendu le concept? Les mots. Directement du producteur au consommateur, bravo les mots. Du beau travail de mots, une affaire rentable, une affaire qui dure. Bon, allez, on ne va pas non plus demander l'impossible. D'un côté, il y a les mots, et de l'autre, il y a la réalité. C'est quand même pas sorcier, si justement c'est sorcier. L'un et l'autre n'arrêtent pas de se mêler, de se brouiller, de se phagocyter, de se prendre par tous les côtés. Bon, ceci dit, une fois qu'ils ont pigé qu'ils doivent se tenir à leur place, du côté du dictionnaire et du cerveau humain, et pas du côté des plantes, des pierres, des animaux, du vent, du temps, et de la mer, et de ta peau, en admettant qu'après avoir été nettoyés et repassés, ils sont à peu près propres, à peu près plats, je considère que je peux commencer à parler, à écrire et à dire quelque chose. Alors j'ai écrit quelques petits papiers là pour que vous sachiez bien à qui vous avez affaire. Donc je me présente.
intelligemment idiot. Immensément ça, immensément minuscule. Gaiement sérieux. Pacifiquement guerrier. Généreusement égoïste. Mentalement senti. Alors ça, c'est senti mental, mentalement senti. Carrément rond, bah ça c'est plus tard, hein, c'est un peu plus tard. Carrément rond. Doucement dur. Voilà, maintenant vous savez toute la vérité. C'est de moi que je manque. Je me bats contre les moulins à vent, je me bats contre la maladie, je me bats contre le mauvais sort, je me bats contre la montre. C'est contre moi que je me bats. Je fuis les responsabilités, je fuis le danger, c'est moi que je fuis. Je perds mes moyens, je perds le fil, je perds l'occasion de me taire, je perds la raison, je perds pied, c'est moi que je perds. J'évite le conflit, j'évite la discussion, j'évite le surmenage, c'est moi que j'évite. Je cours après les honneurs, je cours après la fortune, je cours après les filles, je cours les magasins, c'est après moi que je cours. Je crois en l'avenir, je crois au Père Noël, je crois à la médecine, je crois qu'on n'a que ce qu'on mérite, c'est en moi que je crois. J'ai peur de tout, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, j'ai même peur de mon ombre, c'est de moi que j'ai peur. J'ai soif de connaissance, j'ai soif de reconnaissance, c'est de moi que j'ai soif. Je souffre d'insomnie, je souffre le martyre, je souffre 1000 morts, c'est de moi que je souffre. J'oublie l'heure, j'oublie mes clés, j'oublie mes bonnes résolutions, j'oublie de téléphoner, j'oublie l'anniversaire de mes enfants. C'est moi que j'oublie. Je néglige mes intérêts, je néglige ma tenue, c'est moi que je néglige. Je domine la situation, je domine la question, je domine le sujet, c'est moi que je domine. Je doute de l'existence de Dieu. Je doute de ce qu'on lit, de ce qu'on entend dans les médias. Je doute des statistiques. C'est de moi que je doute. Je respecte les règles, je respecte les délais, je respecte l'uniforme, je respecte les cheveux blancs. C'est moi que je respecte. Je dénonce l'injustice, je dénonce les privilèges, je dénonce les abus. C'est moi que je dénonce. J'accuse la fatigue, j'accuse le coup. C'est moi que j'accuse. Je me moque des convenances, je me moque du qu'en dira-t-on, je me moque de ceux qui se prennent au sérieux. C'est de moi que je me moque. Je fais attention, je mets les pieds, je fais attention à ne pas faire du mal. C'est à moi que je fais attention. Je suis les traces, je suis la mode, je suis l'actualité, je suis le sport à la télé. C'est moi que je suis. Je désire poursuivre, je désire en finir, je laisse à désirer, c'est moi que je désire. Je mords la vie à pleines dents, je mords la ligne jaune, je m'en mords les doigts, c'est moi qui me mords. Je pénètre les secrets, je pénètre les intentions, c'est moi qui me pénètre. Je détruis les châteaux de sable, je détruis les projets, je détruis la légende, c'est moi qui me détruis. Je porte ma croix, je porte le poids de la culpabilité. C'est moi qui me porte.
Je caresse l'idée du suicide, je caresse l'espoir. C'est moi qui me caresse. Je crève l'écran, je crève de jalousie, c'est de moi que je crève. J'en ai marre d'attendre, c'est de moi que j'ai marre. Je soigne les blessures, je soigne le style, je soigne l'image, c'est moi que je soigne. Je manque d'amour, je manque d'humour, je manque de courage, je manque de patience, je manque de confiance, c'est de moi que je manque. Amour, amour. Donc j'ai fait ça, plein de choses comme ça au crayon de couleur. Voilà. Donc, amour. Je vais vous dire la vérité. D'une manière totalement objective, sans aucun parti pris, tel que c'est. Amour, comme c'est, comme ça. Amour. C'est un mot de 5 lettres. C'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien les mots de 5 lettres. Haine, désir. Il y a plusieurs mots comme ça. Ils sont souvent en 2 syllabes. C'est assez beau. J'aime bien les mots en 2 syllabes. Tillement, par exemple. Sarner, tu vois, c'est des mots qui sonnent bien. C'est des mots qui sonnent très bien. 2 syllabes. Ce mot comporte des voyelles et des consonnes. Une consonne principale qui est le M et une deuxième consonne qui est re comme ça, mais qui se mélange avec O-U-R, qui fait our, okay. Alors que amour, le M sonne énormément, sonne très bien. Et les voyelles, donc le A, le O et le U. Voilà. Alors, la première voyelle, ça c'est quand même assez fabuleux, c'est le A. Donc voilà, tout à l'heure j'ai dit au début était le verbe, là franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Donc A. Et A, c'est pas n'importe quelle voyelle. Si tu as fait un petit peu de linguistique, tu sais qu'elle porte un nom dont je ne me souviens plus, parce que j'ai fait ça, j'avais 20 ans, mais c'est la voyelle la plus grande, qui ouvre le plus la bouche. A. Énorme. Donc c'est amour. Donc déjà, ça veut tout bouffer, ça veut tout sucer, ça veut tout ce qu'on veut. Voilà. Amour. Les cinq lettres se mettent comme ça. Donc imaginez par exemple, amour, ça serait un animal, ça serait un chat. Mais je l'aurai là sur les genoux. Et c'est un chat quand même assez conséquent. C'est pas le petit chat comme ça. Amour, c'est pas un petit chat comme ça. Amour, c'est un chat qui fait comme ça. La gueule, c'est donc ça finit en our, c'est soupir, velours, gémir, jouir, tout
ce que vous pouvez imaginer, ça finit comme ça, et la consonne se mélange avec les voyelles. Ensuite, quand j'ai vu tout ça, là je vous dis déjà, j'ai été étonné par le mot, par le début de A, comme ça, commencer le mot comme ça. Ensuite, je vois que dans amour, il y a M. Ah. Cette lettre s'appelle M. Voilà. On l'a appelée comme ça. Il y en a, ça s'appelle P, là, ça s'appelle M. Donc, il y a M dans amour. Ah, d'accord. Ben, dis donc. Et ce M, si tu le vois visuellement, en majuscule, très curieusement, ce mot, il est comme ça. Hop, 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 hop. Il a deux jambes et il a un triangle entre les deux jambes, comme ça. Voilà. Si tu le penches un peu, il est allongé, il a les deux jambes allongées et il est comme ça. Voilà. Donc, je ne veux pas parler légèrement gynécologique comme nous, quand même. Hein. Et c'est majuscule, ça. Par exemple, le A aussi, le A majuscule, c'est pas rien. Hein. Le A, c'est carrément une lettre, le A, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Amour. Après, le M en minuscule, alors là, c'est aussi énorme. Il est comme ça. Et c'est les lettres, c'est la lettre de la mer, la mer, la mer, les vagues de la mer E, mammifère, mamelle, maman, miam, 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 maman, manger, maman, manger, maman, voilà, c'est le M comme ça. Et en plein milieu, le O. Alors là, pareil, voyelle aussi qui se prononce avec la même forme que la lettre, O, comme ça. Et en plein milieu du mot, de chaque côté deux lettres, et en plein milieu, O. Alors là, ça, quand j'ai vu ça aussi, je me dis, mais quand même, c'est un peu exagéré. Hein. On a tous appris que le français, les lettres n'ont pas été fabriquées pour faire quelque chose qui ressemble à de la calligraphie, qui a un sens. Ça n'a pas le même sens que le chinois du tout. Les lettres sont artificielles totales, n'ont pas de fonction. Mais en plein milieu d'amour, il y a quoi? O, comme ça. Le O de orifice, le O de tout ce que tu veux, le scénario orifice, scénario orgasme, crescendo, voilà, O, qui est le cercle, qui n'en finit pas, qui commence on ne sait pas où, qui finit on ne sait pas où. C'est le trou noir dans le cosmos, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ce O en plein milieu aussi, je me disais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le mot amour? Mille choses, mais en tout cas là, il n'y a pas de psychologie. Je suis objectif. Et j'aime bien quand même dire la vérité. C'est très important. Et quand on dit la vérité, on a l'impression d'être beaucoup plus digne, d'avoir une espèce de réalité matérielle. Et on est lié quand même à des siècles de gens qui se sont battus. Moi, je me bats, en disant tout ça, je me bats pour la vérité. Voilà. Amour. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un type. C'est l'histoire d'un type qui voulait. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer le monde. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer le monde. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer.
C'est l'histoire d'un type qui voulait. C'est l'histoire d'un type. C'est l'histoire. C'est. Je voudrais parler et me taire en même temps. Mais quand je parle et je me tais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me marrer, ça me donne envie d'éclater de rire. Je voudrais parler, me taire et rire en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris en même temps, ça me fait un gros nœud de sanglots dans la gorge. Ça me donne envie d'éclater en larmes. Je voudrais parler, me taire, rire et pleurer en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure en même temps, je mâche mes mots, je les déglutis à voix très basse, ça me fait bredouiller, ça me fait balbutier, ça me donne envie de murmurer. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer et murmurer en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure, en même temps ça hurle dans ma tête, ça me donne envie de crier. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer et crier en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie en même temps, ça me fait bouger le corps en rythme. Ça me donne envie de danser. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier et danser en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie et je danse en même temps, je m'arrête, je me fixe, je ne bouge plus, je m'assois devant mon ordinateur. Ça me donne envie d'écrire. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser et écrire en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie et je danse et j'écris en même temps, ça me fait me lever de ma chaise, ça me fait sortir de chez moi, ça me donne envie d'aller au bistrot boire un coup. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire et sortir boire un coup en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie et je danse et j'écris et je sors boire un coup en même temps, ça me fait revenir à la maison, retourner près de toi pour me glisser dans ton lit. Ça me donne envie de faire l'amour. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup et faire l'amour en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie et je danse et j'écris et je bois un coup et je fais l'amour en même temps, je tombe de sommeil. Ça me donne envie de dormir. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour et dormir en même temps. Mais quand je parle et je me tais, je ris, et je pleure et je murmure et je crie, et je danse et j'écris et je bois un coup et je fais l'amour et je dors. En même temps, je ne gagne pas d'argent. Non, c'est vrai. Je n'ai pas d'argent. Il faut que je travaille. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour, dormir et gagner de l'argent en même temps. Mais quand je travaille, je n'ai envie que d'une chose, d'une seule chose, c'est d'écouter la musique. Je voudrais parler, me tirer, me rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour, dormir, gagner de l'argent et écouter la musique en même temps. Mais quand je parle et je me tais, je ris, je pleure, je murmure, je crie, je danse et j'écris, je bois un coup et je fais l'amour et je dors et je gagne de l'argent et j'écoute la musique en même temps, ça me fait arrêter d'écrire, de tourner les mots dans mes yeux, de tourner les mots dans mes mains. Ça me donne envie de terminer ce poème. Et en même temps, je n'ai pas envie que ce poème s'arrête.
Je voudrais parler d'un naninana, terminer ce poème en même temps, et ne pas terminer ce poème en même temps. Quelques poèmes maintenant quand même. Deux poétesses russes, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva. Anna, je prononce à la française, hein. C'est plus beau quand c'est quelqu'un qui est russe qui dit Akhmatova, mais Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, je veux simplement écrire vos deux noms magnifiques. Je veux simplement les dire à haute voix pour la bonne raison qu'ils sont magnifiques à dire, à lire et à chanter dans le secret, dans le silence. Je veux, oui, j'y tiens, que vos deux noms aient place dans mes poèmes. Anna, Marina, juste vos deux prénoms suffiraient, vos deux noms, Akhmatova, Tsvetaeva, et n'ajoutez rien d'autre. Mais, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, vous avez tout connu, la beauté, le bonheur, la séduction, l'amour, le sexe, les étreintes des hommes comme celles des femmes. Vos ventres de mère ont porté les enfants. Vous avez connu, tout connu. Le cauchemar, l'horreur, la peur, la douleur, la faim, la misère, la mort. Anna, déportation, travaux forcés, 15 ans de prison pour ton fils. Votre passion, votre finesse et votre intelligence vous ont conduite à être pure victime des pires injustices. Marina, 5 jours avant de te pendre, tu supplies le comité local des écrivains de t'accorder un emploi de plongeuse dans leur cantine qu'ils te refusent. Non, moins triste. Brotigan. Alors Brotigan, ceux qui connaissent Brotigan font partie du fan club de Brotigan. Il y a un fan club informel, invisible, et ceux on ne peut pas connaître Brotigan sans faire partie du fan club, sinon on ne connaît pas Brotigan. Parce qu'on n'arrive même pas à le lire. Ceux qui connaissent aiment Brotigan, les autres ne connaissent pas Brotigan du tout. Voilà. Et j'ai fait l'expérience, j'ai lu Brotigan à des étudiants dans le Beaux-Arts, et j'ai vu qu'il y en a qui sont là, et d'autres, mais ils ne comprennent absolument pas de quoi ça parle. Ça leur passe, mais ailleurs. Donc voilà. Donc Brotigan, il est plus fragile, plus faible que les autres, Bukowski, Carver, il est plus génial. Il a plus de fantaisie, une fantaisie imprévisible. Quand je le lis, je me dis, waouh, ce type, il fait des inventions, un peu comme Boris Vian, vous voyez, des inventions qui vous prennent dans la tête, qui vous font voir quelque chose qu'on ne peut pas voir parce que c'est invisible.
parce qu'il n'y a pas d'image pour le montrer. Lui, il le montre. Tac, comme ça. Comme une diapo dans un diaporama. Et ça fait peur. Ça fait rigoler, c'est excitant, mais ça fait peur. Vous vous dites, cette diapo-là, je ne l'oublierai pas. Je vais la retenir, me la garder pour moi, je vais m'en enrichir la mémoire. Et puis après, vous constatez que ce n'est pas vrai. Vous n'avez rien gardé, vous n'avez rien retenu et ne vous êtes enrichi la mémoire que de vous-même. Richard Brotigan vous laisse démunis. Il n'aime pas le marbre. Il aime le verre dans la rivière. L'eau de la rivière qui va devant, derrière, à gauche, à droite, dans la rivière. Les cabines téléphoniques de verre dans la rivière. Alors celui-là, c'est la guerre. L'Allemagne déclare la guerre à la Serbie. La Russie déclare la guerre à l'Allemagne. C'est la guerre. Les Allemands envahissent le Luxembourg en un après-midi avant de déclarer la guerre à la France. Sur ce, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, qui riposte en déclarant la guerre à la Belgique. C'est la guerre. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la Serbie à l'Allemagne. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à la Turquie. C'est la guerre. La France mobilise des troupes venues du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Niger, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie, de Madagascar, de Chine, d'Indochine, des Antilles, de Guyane. C'est la guerre. Le Congo belge attaque les colonies allemandes du Cameroun, s'empare du Rwanda et du Burundi. Avec l'aide du Congo belge, les Français occupent le Togo. C'est la guerre. Alliés de l'Angleterre, l'Inde, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud déclarent la guerre à l'Allemagne. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne et attaque les positions allemandes en Chine et dans l'océan Pacifique. C'est la guerre. La Turquie attaque la Russie. L'Italie déclare la guerre à l'Allemagne. La Roumanie déclare la guerre à l'Allemagne. C'est la guerre. La Bulgarie attaque la Serbie et envahit la Roumanie. Le Portugal déclare la guerre à l'Allemagne, c'est la guerre. La Grèce déclare la guerre à la Bulgarie. L'Allemagne occupe la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, c'est la guerre. La Russie annexe Constantinople. Les Turcs massacrent les Arméniens. L'Angleterre attaque la Palestine, remporte la victoire de Gaza, s'empare de Jérusalem et promet l'établissement d'un État juif en Palestine. C'est la guerre et ainsi de suite. Palestine, Gaza. C'est vachement facile de ne pas faire de conneries à 3 h du matin si tu rentres te coucher à minuit. Ce matin, je me sens méchant, hargneux, agressif, borné, bref, en parfait accord avec le monde. C'est des petits poèmes comme ça, mais je... Bon. Ah ouais. Comment devenir invisible? Ça, c'est bien. Comment devenir invisible? En creusant pour rentrer dans le sol, en éteignant la lumière, en prononçant mal votre nom, en vous concentrant tellement sur un objet que vous perdez votre apparence physique, en ne regardant jamais s'il y a du courrier dans votre boîte aux lettres, en ne parvenant pas à débloquer la porte des WC, en composant votre propre numéro de téléphone et en ne laissant pas de message sur le répondeur, en ne riant pas pendant plusieurs jours d'affilée, en courant très vite après vous être peint des rayures sur tout le corps, en répétant toutes les phrases, en mélangeant toutes les couleurs jusqu'à ce que ça fasse du blanc. Gris, souris serait déjà bien suffisant. En faisant non avec la tête tellement vite
que votre visage se brouille, en ouvrant et en fermant la bouche comme un poisson, en rampant dans le vagin d'une femelle baleine vivante, en étalant du gras avec un Kleenex sur la surface du miroir, en vous enfermant dans un sac poubelle, en vous couchant sous votre matelas. Rendez-vous. Vous avez les yeux cernés. Oh. Excusez-moi. Je croyais que j'avais arrêté. Oui. Allô? Oui. Non, tu me déranges un tout petit peu, un petit peu, parce que je suis en train de faire une lecture. Il y a des gens devant moi, là, et je suis en train de faire... C'est mon père, et ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Vraiment, je suis un peu... Non, oui. Ben oui, écoute, c'est bien, oui. Oui, ben comment ça va, et le monde, ben, voilà, c'est une question, comme toujours, hein, il y a toujours des guerres, tout ça. Ben oui, je sais que tu as bien connu ça, oui. Tu étais dedans, tu as connu ça. Ben, Staline, oui, ben, on ne va pas recommencer là-dessus. Hein. Ben, je sais que toi, tu avais ta carte du parti, tu étais proche de... Je comprends très bien. Tu m'as bien dit que c'était par rapport à la guerre, par rapport à Hitler. Voilà, c'était Staline, Hitler, et ce Staline-là, évidemment. Moi, c'est pas pareil, parce que tu sais très bien que c'est pas la même histoire, et que moi, c'est un autre Staline qui est rentré dans ma conscience. C'est pas la même... Bien sûr, mais je sais, papa, bien sûr. Ben oui, 17 millions de morts, ben oui, c'est pas rien. Ah oui, c'est sûr, c'est énorme. Et même, je me rappelle, quand j'étais jeune, dans la cuisine, souvent, on prenait le petit déjeuner et il y avait 17 millions de morts qui étaient là sur la table de la cuisine, à côté de mon qu'est-ce que je buvais à l'époque, chocolat peut-être, un chocolat. À côté de mon chocolat, 17 millions de morts sur la table, ça fait quand même, c'est pas mal. D'ailleurs, maintenant, on parle de plus d'une vingtaine de millions de morts. Oui, Staline. Oui, bon, ben tu m'as pas téléphoné pour... non, c'est pour ça. Mais comment vas-tu, toi? Tu manges bien? Ah, tu ne manges pas? Non, tu manges pas. Jamais. Tu manges jamais, d'accord. Et tu dors? Tu dors bien? Tu ne dors pas non plus. Tu dors pas? Mais tu dors pas du tout? Non, jamais non plus. Tu dors jamais non plus. Ah, d'accord. Et non, tu m'appelles, tu as un téléphone portable? Non, 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 il a pas de téléphone portable. Moi, je suis obligé de te parler avec mon téléphone portable. Je ne sais pas comment tu fais, toi. Là, j'entends rien. Alors, je ne sais pas comment il fait. Bon, mais tu m'appelles... Ah oui, oh, c'est gentil ça. Tu m'appelles pour la poésie. Ça tombe bien, tu vois, justement, on est en train de... Et tu parlais de poésie avec quelqu'un, et vous avez pensé à moi. C'est très gentil. Papa, ça me flatte, je suis très gentil. Tu es avec qui? Paul Éluard. Ah, tu es avec Paul Éluard. Ben dis donc, je suis quand même impressionné. Et il veut me parler, il veut me dire bonjour. C'est merveilleux, c'est formidable. Eh bien bonjour Paul Éluard. Oui, je suis très flatté. Vous êtes tellement le poète de l'amour. Vous avez marqué tout le monde. C'était extraordinaire. Tu voulez pas que je vous voie, tu veux que je te tutoie. D'accord, je vais te tutoyer. Tu veux que je t'appelle Paul aussi? Ah, il veut. Ah, c'est impressionnant. Hein.
Et bon, ben écoute, Paul, je suis tellement content, j'ai tellement lu, tellement aimé, peut-être que quelque part, si je suis devenu poète, c'est en partie à toi et que je dois ça. Et l'amour, moi aussi, j'en ai écrit pas beaucoup, très peu des poèmes d'amour, c'est beaucoup plus compliqué. Toi, ça avait l'air tellement naturel, c'était formidable. Ben oui, je sais, tu as aussi beaucoup souffert de... Ben oui, ton histoire avec Nuche, bien sûr, je sais très bien. Ça m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai lu aussi, mais toi, ça a été très dur. Ben oui, elle est morte, enfin, Nuche, elle avait 40 ans, et elle est morte comme ça, d'un seul coup, à 40 ans. Oui, et oui, il y a cette histoire aussi que tu veux raconter. Comme il y a des gens devant moi, écoute Paul, hein, Paul. Comme il y a des gens devant moi, on va en profiter, je vais leur dire ce que tu me dis, et ça va être, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est Paul Éluard, et là, vous êtes là, moi je suis ému bien sûr, et il vous parle, et il vous raconte quelque chose que personne ne connaît. Je fais le traducteur, je dis ce que tu me dis et je leur dis. Donc, chez la mère de Paul Éluard, Grindel, le nom de Paul Éluard, c'est Grindel, Grindel. Donc il y a Nuche qui est morte, qui est là, étendue, couchée dans un cercueil, j'imagine, ou un lit, je ne sais pas. Et il y a Pablo Picasso et Paul Éluard qui sont là, tous les deux. Et là, c'est ce que me raconte Paul, à un moment, il pense que comme Nuche venait du cirque, qu'elle venait d'une famille de cirque et qu'elle avait fait des numéros, dont un numéro d'hypnose. Et dans ce numéro d'hypnose, elle ne respirait plus, elle ne bougeait plus, et tu dis que son cœur s'arrêtait, donc son cœur s'arrêtait de battre. Et là, Paul et Pablo Picasso sont à côté d'elle et se prennent à rêver qu'elle est en hypnose et qu'elle va renaître. Et ils s'auto-consacrent, s'auto-convainquent, ils s'auto-convainquent et ils attendent qu'elle renaisse. Et voilà, c'est une histoire extraordinaire. Ouais. Enfin, je suis content qu'on puisse l'entendre presque de ta bouche. Et ben oui, moi je suis aussi dans l'amour. Oui, Paul, ne crois pas. J'ai écrit un petit nombre de poèmes d'amour. D'ailleurs, tout à l'heure j'en lirai un pour les gens qui sont devant moi. Et bien sûr, c'est très important. Ben écoute, physiquement, elle est différente de Nuche, elle est en plus sculpturale. Elle est aussi belle, elle est aussi belle que Nuche. Mais bien sûr, évidemment, comme toutes. Et elle est plus culturelle et on s'aime et tout ça. Ben oui, il faut continuer. Ben on va continuer. C'est formidable. Je suis c'est extraordinaire. Je me sens, c'est comme si j'étais rentré dans mon père. Il y a Paul Éluard, il y a Pierre Tillemont et Georges Tillemont qui font presque un. On n'a jamais vécu ça. On n'avait jamais vécu ça. Voilà. Il fallait le vivre comme ça. C'est comme ça qu'on a vécu. Alors,
Parfois, quand je m'habille, je vérifie qu'il n'y ait pas de scorpion dans mes chaussures. Je trouve que ça fait grand voyageur. Il existe une tactique assez cruelle qui consiste à se débarrasser de sa propre culpabilité et à la reverser sur le dos de l'autre. Vous connaissez ? Si, dans un poème, tu n'utilises pas les mots suivants: béance, gorgone, palombe, stèle, paroxystique, errance, connotation, déconstruction, icône, giroflée, eh ben, mon vieux, dis-toi bien, tu n'as aucune chance. George Harrison a déclaré: « Nous ne reformerons pas les Beatles tant que John Lennon sera mort. » Exactement le genre de phrase que John Lennon aurait pu prononcer. L'asile psychiatrique est splendide. L'hôpital est bien géré. C'est un robot muni de fiches perforées et de bras articulés qui garnit les plateaux repas en fonction des régimes de chacun. Mais l'asile psychiatrique est splendide, l'hôpital est bien géré. Il modernise les prisons, c'est formidable. On a remis à neuf les couleurs glauques, sombres et anxiogènes, et leur odeur qui soulève le cœur. On a construit de nouveaux bâtiments avec des fermetures électroniques. On n'entend plus les cliquetis métalliques des clés, ni le bruit qu'elles font dans les serrures. L'hôpital est bien géré. Maintenant, les détenus payent pour regarder la télévision. Mais l'asile psychiatrique est splendide. Il modernise les prisons. Les détenus payent pour se faire eux-mêmes la cuisine. Ils ont le droit d'avoir une plaque électrique, un couteau à bout carré. Il y en a qui se bricolent un four avec des boîtes de conserve. L'hôpital est bien géré. Il modernise les prisons, c'est formidable. Les détenus regardent même des films porno. Ils fument même des joints. Ils se défoncent. Si, c'est toléré. Ils payent pour ça. Il y a des trafics pour ça. L'hôpital est bien géré, les trafics sont bien gérés. L'hôpital psychiatrique est splendide. Comme les détenus, les malades payent pour regarder la télévision. Les détenus prennent des médicaments comme les malades. Certaines substances et divers anxiolytiques devaient être absorbés en mangeant. On entend parfois hurler. Il est très difficile de tranquilliser les forcenés. Le mieux, c'est encore de les sangler sur leur lit. Ils modernisent les prisons. De gros progrès sont faits. De nettes améliorations en matière d'hygiène et de sécurité. Par exemple, le colmatage des trous a permis de faire diminuer remarquablement la présence de rats. Il faudrait arriver à ce que le nombre de rats soit inférieur à celui des détenus. Ça serait déjà un bon résultat. Et aussi, ne plus jeter les déchets par les fenêtres. Les détritus s'entassent au pied des murs et le personnel qui s'occupe du nettoyage n'y a pas accès. L'asile psychiatrique est l'annexe d'un autre asile. La prison est l'annexe d'une autre prison. L'hôpital est l'annexe d'un autre hôpital. Il y a des surveillants qui se plaignent d'être gênés par la fumée de cannabis. Les détenus sont abrutis, mais ça les calme. Ils sont enfermés. Si, ça les calme. C'est beaucoup mieux que l'alcool qui les excite. Les animaux dans la nature. Les animaux dans la nature ont beaucoup de défauts.
Les animaux dans la nature ont trop de réalité. Ils sont poussiéreux, ce qui ne met pas leur couleur en valeur. On ne les voit pas. Ils se dissimulent derrière les arbres dans les forêts. Les animaux dans la nature sont méchants. Ils ne nous aiment pas. Alors, nous avons coupé les arbres, vendu le bois pour faire du papier. Et sur ce papier, nous avons imprimé les images des animaux. Nous aimons les images et les images nous aiment. Elles sont bien plus belles que ne le furent jamais les animaux qui ont disparu dans la nature, qui a disparu sur l'écran de l'ordinateur avec la lumière qui vient de l'intérieur. Ils rutilent, ils sont si beaux, avec leurs couleurs qui ont gagné en intensité. Ils sont aussi plus nets et mieux dessinés, comme des sculptures irréelles en 3 dimensions et pas du tout dangereux. On les voit, ils ne peuvent pas se cacher. Il n'y a plus d'arbres, plus de forêt. On les regarde quand on veut et aussi longtemps qu'on veut. Ce sont nos amis, nos frères. Nous formons une grande famille que nous célébrons sur les écrans de nos ordinateurs, la grande famille de la vie. La nôtre, pas la leur, ils sont morts, c'est la vie de nos ordinateurs, des écrans de nos ordinateurs. Et quand nous regardons sur les écrans, quand nous regardons leurs images, nous avons la larme à l'œil et nous ne savons pas pourquoi, mais nous avons aussi comme un trou en nous. Quand je lis mes poèmes en public, même en plein jour, la nuit s'installe. Mes poèmes font s'installer la nuit. Levez les yeux, regardez au-dessus de vous, le soleil s'est couché, et puis le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu noir. Pour qu'on voit bien la nuit, il faudrait que les lumières électriques s'éteignent à leur tour, l'une après l'autre. Il faudrait que tous les lampions de toutes les couleurs s'éteignent à leur tour, l'un après l'autre, pour qu'on voit bien la nuit. Alors ce serait un ciel noir, tout noir, un ciel de nuit noire, un ciel de poésie noire, constellé d'étoiles qui brillent au-dessus de nous. Chaque fois que je lis mes poèmes en public, les loups se mettent à hurler. Ils hurlent comme le font les loups. Ils disent « ouh ». Ils ne disent pas « où allons-nous ». Ils ne disent pas « où sommes-nous ». Ils ne disent même pas « où est le prochain repas », ni « où est le prochain combat ». Ils ne disent pas non plus, enfin, je crois, je ne sais pas, où est la prochaine danse. J'aimerais bien qu'ils disent où est la prochaine danse, la prochaine danse. Tu dis que la vie est minable, on te traite comme un minable. C'est logique. Il est dur de dire que la vie est dure. Il est cruel de dire que la vie est cruelle. Il est beau de dire que la vie est belle. Tu dis que la vie est pourrie, on te traite comme un pourri, c'est logique. Il est absurde de dire que la vie est absurde. Il est idiot de dire que la vie est idiote. Il est grand de dire que la vie est grande.
Tu dis que la vie est une vallée de larmes. Tu es une vallée de larmes. Tu dis que la vie est un nez de clown. Tu es un nez de clown. Tu dis que la vie est une langue de girafe. Tu es une langue de girafe. Il est doux de dire que la vie est douce. Il est merveilleux de dire que la vie est merveilleuse. Tu dis que la vie est gitane. On te traite comme un gitan. C'est normal. Il est fort de dire que la vie est forte. Il est plus fort que tout de dire que la vie est plus forte que tout. Tu dis que la vie est politique, on te traite comme un politique, c'est logique. Tu dis que la vie est une affaire de langage, on te traite comme une affaire de langage, c'est logique. Tu dis que la vie est animale, tu es animal. Tu dis que la vie est finie, tu es fini. Tu dis que la vie ne vaut pas le coup, c'est toi qui ne vaut pas le coup. Tu dis que la vie, ça n'est pas pour toi, c'est toi qui n'es pas pour toi. Tu dis que la vie est une silhouette rouge, c'est toi qui es une silhouette rouge. Tu dis que la vie est une silhouette noire, c'est toi qui es une silhouette noire. Tu dis que la vie est un point d'exclamation, tu es un point d'exclamation. Une leçon d'économie politique. Dans un village qui vit du tourisme à cause de la crise, il n'y a plus de touristes. Pour survivre, tout le monde emprunte à tout le monde. Plusieurs mois passent, misérables. Enfin, arrive un touriste qui prend une chambre dans l'hôtel, qu'il paie avec un billet de 100 €. Le touriste n'est pas plus monté à sa chambre que l'hôtelier court porter le billet chez le boucher, à qui il doit justement 100 €. Le boucher va lui-même aussitôt porter le même billet au paysan qui l'approvisionne en viande. Le paysan, à son tour, se dépêche d'aller payer sa dette à la prostituée à laquelle il doit quelques services. La prostituée va à l'hôtel, régler à l'hôtelier le montant impayé des chambres qu'elle louait à l'heure. À peine a-t-elle déposé le billet de 100 € sur le comptoir que le touriste vient dire à l'hôtelier qu'il ne prend plus la chambre, il ramasse le billet et disparaît. Au total, chacun a payé sa dette. Rien n'a été dépensé, ni gagné, ni perdu par personne, et plus personne dans le village n'a de dette. La Winchester est le nom de la célèbre carabine à répétition par levier qui fait partie de l'histoire de la conquête de l'Ouest et de la guerre de sécession. Sarah Winchester, la veuve du magnat des armes, craignait que les fantômes des gens tués par les fusils de son mari, notamment les Indiens, viennent lui prendre son âme. Elle fit construire une maison pour elle et pour tous les esprits des gens tués par la carabine Winchester. Elle était convaincue que les fantômes la laisseraient en paix tant que sa maison serait en construction. Elle vivrait tant que la demeure serait en travaux. C'était la seule façon de conjurer le mauvais sort. Sarah Winchester achète alors une ferme de 8 chambres située entre Santa Clara et San José en Californie. Elle engloutit frénétiquement son énorme fortune dans la rénovation et l'agrandissement de la maison. Jour et nuit, pendant 38 ans, le travail fut continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle dessine chaque nuit les plans qu'elle remet le lendemain matin à son maître d'œuvre. Elle ne peut jamais arrêter d'ajouter des pièces dans sa maison, créant un labyrinthe monstrueux de couloirs et de cachettes, de façon à pouvoir dormir chaque soir dans une chambre différente et échapper ainsi aux fantômes.
Il y a tellement de passages et de corridors que les domestiques ont besoin d'un plan pour se déplacer. Des escaliers qui ne mènent nulle part ou qui aboutissent sur le plafond, des pièces cachées, des portes qui donnent sur le vide, d'autres portes qui s'ouvrent sur des murs de briques et une multitude de passages secrets. L'ironie a voulu que pendant le tremblement de terre de 1906 qui provoqua l'effondrement de 3 étages, elle soit restée emprisonnée dans une de ces pièces et qu'elle soit presque morte de faim parce que les domestiques n'arrivaient pas à la trouver. Alors, ça fait un petit moment, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ça continue? Des poèmes d'amour pour finir? Oui. Des poèmes d'amour? Elle était jeune, belle et névrosée. Jeune et belle, je l'ai vue tout de suite. Névrosée, je m'en suis aperçu plus tard. La vache est un animal à sang chaud comme moi. Le tigre est un vertébré comme moi. Le dauphin est un mammifère comme moi. La marmotte dort en fermant les yeux, comme moi. Le singe se gratte les couilles, comme moi. La guêpe se noie dans un verre d'eau, comme moi. L'océan est plein d'eau, comme moi. Le feu étouffe par manque d'oxygène, comme moi. Ce que j'aime dans les restaurants chinois, c'est attraper la peau avec les baguettes, la peau des bras. Et toi, tu m'appuies sur le bout du nez avec ta baguette. C'est ça qui est bien dans les restaurants chinois. Une fourchette prend tout de suite un côté sado-masochiste. On peut y jouer aussi. Elle me dit « Viens, j'ai besoin d'être seule. » Je lui dis « Ok, j'arrive. »« Ta présence m'est solitude, me répond-elle. Je lui fais l'amour juste au moment où elle me fait l'amour, ça tombe bien. » Elle a cogné plusieurs fois de la tête contre le mur et puis après on a changé de position parce qu'elle avait la nuque coincée dans l'angle de la pièce. Je me suis arc-bouté en arrière, les poings serrés sous les fesses pour dresser mon ventre vers elle et puis j'ai eu cette putain de crampe dans le pied gauche. Des poèmes d'amour, ça, vous trouvez? J'étais à 2 doigts de la faire jouir. Elle s'est mise à grogner comme une créature velue des montagnes, à grimacer et à faire des pets avec sa bouche, comme si quelque chose était resté coincé. Et ça s'étranglait et ça refusait de sortir. Sa bouche était une caverne et les sons qui en sortaient semblaient sortir d'une caverne. Son corps se couvrit de fourrure.
Ses seins s'épanouirent si bien qu'ils devinrent trop volumineux pour que je puisse les étreindre. Il fallait donc que les doigts me poussent, et de nouveaux doigts me poussèrent. C'est alors, juste au moment où, m'accrochant et la chevauchant, je reprenais prise sur elle et lui faisais toucher des deux épaules les coussins de cuir de son canapé, c'est alors que d'une pression énorme de sa main, elle enfouit mon visage entre ses cuisses et je passai directement de la caverne terre à la caverne mer. En un fabuleux voyage à l'envers, elle reprit sa dimension normale. J'étais aussi trempé que si mon corps entier avait plongé dans l'eau salée. Aussitôt arrivé dans l'appartement, on refermera la porte à clé, on posera nos bagages dans l'entrée et on dévastera le lit, on sillonnera le couloir à quatre pattes, on saulera sur la moquette, on s'enfouira dans les canapés, on se perchera sur les fauteuils, on s'aplatira sur la table, on s'emboîtera dans la cuisine, on s'inondera sur le carrelage, on se cambrera contre le mur, on s'accrochera au montant, on s'écorchera sur le linoléum, on tapera les cloisons, on fera grincer les portes du placard. Quand tes parents nous prêtent leur appartement, nous on a bien l'intention d'en profiter. Ah, un vrai joli poème. Quand ils faisaient l'amour, ils laissaient grande ouverte la fenêtre de leur chambre d'hôtel au bord de l'océan pour que leur bruit se joigne à celui des vagues, pour que les vagues les portent et les emportent, et que les sons de leur passion se fondent dans le chant des poissons. Ah, ça, c'est vrai. Ne me touche pas, j'ai horreur qu'on me touche. J'ai galéré des heures pour leur accompagner chez elle, et c'était vrai, elle ne voulait pas qu'on la touche. Quand je t'aime, tout mon corps t'aime comme des petits chiots les uns sur les autres, à se lécher, à se chauffer, à se pousser, à se rentrer, à se grouiller et se contorsionner, contourner. Quand je t'aime, tout mon corps est fait de petits chiots qui me passent sur le corps. Quand je t'aime, mes bras sont mes jambes, mon dedans et mon dehors. Je ne sais plus où je commence, où je m'arrête. Je ne connais pas le bout de mes doigts. Je ne connais pas le bout de mon bout. Quand je t'aime, je suis dans le sec, dans le mouillé, dans le toucher. Quand je t'aime, je suis dans toi. Mais je ne sais pas où tu es, toi. Si tu n'es pas dans mes doigts, dans le bout de mes doigts. Dans mes doigts, oui, je crois, dans le bout de mon bout, ou ta langue qui bouge dans ma bouche. C'est la tienne ou la mienne? Et alors, ton corps passe sur ton corps, passe sur mon corps, passe sur ton corps encore. Tes larges épaules débordent du lit, et tous nos corps plus grands que le lit, et le lit plus grand que la chambre. Quand je t'aime, je ne suis que sueur, et tu n'es que soupir, que sueur qui dure des heures, que soupir qui sourire et fait rire. La chambre plus grande que la rue, et le quartier où tu habites. L'escalier descend vers toi, la porte s'ouvre sur toi, il fait soleil.